aujourd'hui au programme. Les forces armées ukrainiennes ont frappé une usine russe de production de missiles Iskander-M et Oreshnik et lancent une contre-offensive sur le front. L'Europe a lancé une production conjointe de drones et de missiles balistiques avec l'Ukraine. Désormais, il y aura davantage de frappes sur des cibles militaires en territoire russe. Les négociations semblent avoir échoué. La Russie prévoit de mobiliser encore 2 millions de soldats sur le front. Un affrontement entre la Pologne et la République de Biélorussie. Dans le cadre du projet Bouclier de l'Est, la Pologne entend protéger ses frontières contre une menace potentielle. Et Loukachenko commence la mobilisation. Que se passe-t-il ? À propos de cela et d'autres sujets, tout de suite. Bonjour, je suis Karina Klichon et voici l'Ukraine aujourd'hui. Merci de vous abonner, de mettre un like et passons aux actualités. Les forces armées ukrainiennes ont frappé le territoire russe et plus précisément des points très importants. Et comme il a été révélé, ils ont attaqué une usine de production d'Iskander russe. Et il y a des informations selon lesquelles des flamants roses ukrainiens s'y sont dirigés, car voici la vidéo publiée cette nuit par le copropriétaire et principal designer de la société Firepoint, qui fabrique les flamants roses. Un des ateliers de production de l'usine de Vodkinsk a été directement touché. Cette usine est considérée comme l'une des entreprises clés du complexe militaro-industriel russe de missiles. C'est ici que sont assemblés les missiles tactiques du complexe Iskander-E, ainsi que les missiles balistiques intercontinentaux, Yars, ainsi que les Topol-M et Oreshnik. La distance entre la frontière ukrainienne et l'usine est de près de 1500 km. Les Ukrainiens continuent de porter des coups douloureux aux cibles militaires russes, ce qui réduira assurément la capacité de combat de l'ennemi. De plus, l'Europe a lancé une production conjointe de drones et de missiles balistiques avec l'Ukraine, et des frappes en plein cœur de l'arrière russe. Elles montrent à quel point le développement du complexe militaro-industriel ukrainien est réussi. Une nouvelle aide de l'Europe, l'amélioration de la production nationale et la panique chez les Russes. Nous vous raconterons tout dans ce reportage. Poutine veut la poursuite de la guerre, c'est pourquoi les frappes contre la Russie continuent. La Russie continue de brûler, et tout cela parce que l'Ukraine sait comment répondre à l'agression. De plus, elle continue de développer ce qui lui permet de riposter. Comme il a été révélé, l'Ukraine a développé avec l'Allemagne un nouveau drone appelé Vint Quantum System. Il s'agit d'un drone cible ERAD qui a déjà été présenté lors de la visite de la délégation ukrainienne. C'est la première production conjointe ukraino-allemande. La production de ce drone n'a nécessité que 6 semaines. Son avantage réside dans son faible coût et la possibilité d'en produire en grande quantité. Et très bientôt, il mettra à l'épreuve la défense antiaérienne de la Russie. Les drones cibles sont souvent utilisés pour tester les capacités des systèmes de défense aérienne, pour évaluer de nouveaux systèmes ou confirmer les caractéristiques de ceux qui existent déjà. Ils servent également à organiser des exercices et à former le nouveau personnel des unités de défense anti-aérienne. Encore une fois, les débutants qui s'installent pour les systèmes automoteurs anti-aériens, les complexes de missiles anti-aériens ou les complexes combinés canon-missiles, ils doivent frapper des cibles en mouvement pour une raison précise. Les caractéristiques tactiques et techniques restent pour l'instant secrètes. Mais il est connu que le drone sera lancé à partir d'une catapulte et équipé d'un moteur à réaction capable d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 450 km/h. Et, selon les experts, il est très probable qu'il puisse également transporter une charge explosive, ce qui déjà... Cette modification change radicalement les objectifs même du drone en redéfinissant entièrement ses missions prioritaires ainsi que l'ensemble de ses protocoles de vol initiaux pour s'adapter parfaitement aux nouvelles exigences opérationnelles dictées par le commandement technique sur le terrain. Le drone READ est véritablement un appareil volant sophistiqué, conçu pour une grande variété d'usages multifonctionnels. Il ne sert pas seulement de cible, par exemple pour la production intérieure dans les pays européens, notamment en Allemagne, etc., mais il peut également être utilisé pour y installer une ogive et l'utiliser ainsi, pour effectuer des frappes à moyenne distance. Donc c'est un drone. Il est justement destiné à frapper la zone arrière moyenne de l'ennemi, ou les territoires occupés, ou encore le territoire de la Fédération de Russie. Cela peut représenter une masse de 10 kg, 20, 30, 50 ou même jusqu'à 100 kg au total.
Par conséquent, absolument n'importe quelle cible drone, en fin de compte, dans une certaine mesure, à l'avenir, cela pourrait même devenir à terme un drone d'attaque. L'Ukraine continue de développer ses technologies et son complexe militaro-industriel. Et comme il a déjà été annoncé, 10 usines de production de drones ukrainiens ouvriront en Europe dès cette année. C'est pourquoi nous verrons de plus en plus souvent des frappes de représailles contre la Russie. Mais il n'y a pas que les drones. Le gouvernement britannique a annoncé le 11 janvier son intention de créer spécialement pour l'Ukraine un puissant missile balistique appelé Nighthawk. Dans la déclaration du gouvernement britannique, il est précisé que le nouveau missile balistique pourra transporter une charge de 200 kg et parcourir une distance de 500 km. Et ce ne sont que des données préliminaires. Comme l'a déclaré le ministre britannique chargé des forces armées, Londres est fermement déterminé à fournir davantage d'armes aux Ukrainiens. Une Europe sûre a besoin d'une Ukraine forte. Ces nouveaux missiles britanniques à longue portée permettront à l'Ukraine de rester dans la lutte et obligeront Poutine à s'inquiéter. Mais le Nighthawk n'est pas le seul missile en préparation pour être livré à l'Ukraine. 6 pays européens développent un autre nouveau missile de croisière. L'accord pour son développement a été signé par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne et la Suède. Selon des sources occidentales, ce projet est connu sous le nom de Howe 500+. Le prix du missile sera inférieur à celui du marché. De plus, les nouveaux systèmes devront être suffisamment intelligents pour atteindre les objectifs fixés sans contrôle manuel. Il est encore difficile de dire qui, de l'Ukraine ou de la Russie, a l'avantage en matière de missiles drones. Mais il est certain que le Kremlin ne s'attendait clairement pas à une telle résistance de la part des Ukrainiens, même après 4 ans de guerre. Par nos actions défensives, nous épuisons tout simplement les troupes d'occupation russes au niveau des actions tactiques, opérationnelles et opérativo-tactiques. Même à ce jour, et donc en principe, même depuis 2025, la Fédération de Russie n'a montré aucun succès au niveau opérativo-tactique, absolument aucun. Même ces diverses actions ultérieures, ces actions suivantes, c'est-à-dire la grande campagne offensive menée durant l'été, n'ont pas du tout démontré que les troupes russes avaient réellement pu atteindre leurs objectifs fixés, couvrir l'ensemble des zones dans les régions d'Ukraine qui leur auraient promis une percée dans la défense ukrainienne, un effondrement de la défense ou toute autre avancée en profondeur dans nos lignes défensives. Rien de semblable. Ils avançaient très lentement à travers les bandes boisées, les champs, les villages pratiquement réduits en cendres. Rien de global. Et en principe, l'Ukraine occupe actuellement une position dominante en tant que pays qui tient des positions défensives. L'épuisement des Russes se produit aussi bien sur le front qu'à l'arrière. En effet, comme nous l'avons déjà vu, les frappes sur les points sensibles de la Russie ne cessent pas. L'Ukraine augmente au maximum aussi bien l'aide de ses partenaires que sa propre industrie de défense. Les Flamands roses détruisent déjà les plus grands arsenaux de munitions à l'arrière de la Russie. Les Flamands roses ukrainiens frappent également les terrains d'entraînement, par exemple Kapustin Yar, d'où la Russie lance l'Oreshnik. Voici comment vole le Flamand rose. Des raffineries, des usines et des unités militaires brûlent. Le complexe de missiles ukrainiens Sapsan, équipé de missiles balistiques, est passé à la production en série et à une utilisation systématique. Et voici le rayon d'action du Sapsan. De plus, selon certains experts, le Sapsan a un avantage de vitesse sur l'ATACMS américain. Et il peut frapper Moscou très facilement. Certaines sources affirment que l'Ukraine utilise déjà ces missiles. Mais les informations sur le lieu et la manière restent secrètes. N'oublions pas non plus le Storm Shadow. Et les HIMARS que les Russes prétendent détruire en masse à la télévision, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les HIMARS continuent quand même d'atteindre leur cible. Et la panique russe est particulièrement visible à la télévision russe. Car même là-bas, ils ont commencé à parler de la puissance.
En ce qui concerne l'avenir des Ukrainiens, je vous demande de me croire sur parole. D'ici 5 ans seulement, ce ne sera absolument plus l'Allemagne, ni même la France, ni l'Italie, ni la Pologne, ni d'ailleurs aucun autre pays membre actuel qui dirigera véritablement le destin de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce sera l'Ukraine qui sera aux commandes, parce qu'elle le fera en comprenant parfaitement que c'est son armée ukrainienne. Si elle le souhaite, elle pourra traverser toute l'Europe. Et aucune armée française, allemande ou autre, ni ennemie, ni qui que ce soit d'autre. La démilitarisation que Poutine voulait tant mener en Ukraine a échoué de façon retentissante. Désormais, les frappes sur le territoire russe sont devenues plus fréquentes et plus puissantes, parce que les Ukrainiens savent répondre à l'agression. Tout cela parce qu'il faut continuer à reconquérir nos villes, car la Russie ne s'arrête pas, et d'ailleurs, même le monde entier ne peut arrêter Poutine. Progrès, échec, tout reste aussi compliqué. Autant de personnes et de serpents, autant d'avis différents. Il faut reconquérir nos villes, car la Russie ne s'arrête pas et le monde ne peut stopper Poutine. Malgré la complexité et les avis divergents sur les négociations entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, une clarté émerge. L'Ukraine reste au Donbass et Poutine veut se battre. Voici les résultats de la rencontre à Genève. Les négociations à Genève les 17 et 18 février diffèrent de la précédente rencontre à Abu Dhabi. En effet, les parties ont travaillé simultanément dans 2 directions, politique et militaire. C'est pourquoi les délégations se sont divisées en groupes. L'Ukraine travaille de manière constructive. L'objectif ultime reste inchangé, une paix juste et durable. Mais D'après The Economist, la délégation ukrainienne était divisée, et pas seulement pour les négociations. Il semblerait qu'il n'y ait pas de position unifiée au sein de l'équipe quant au rythme d'un éventuel accord. Un camp dirigé par l'ancien chef du renseignement ukrainien Kirilo Budanov estime qu'il vaudrait mieux accepter rapidement les conditions du président américain Donald Trump et mettre un terme aux hostilités. Dans le même temps, un autre groupe de la délégation, dirigé par Andriy Yermak, n'est pas très optimiste. Le camp de Kirilo Budanov veut accepter les conditions de Trump pour cesser les hostilités. À l'inverse, le groupe d'Andriy Yermak s'oppose à cet accord. Zelensky arbitre entre ces 2 visions selon sa propre stratégie. Du processus de négociation. Nous ne savons pas sur quoi s'appuient les journalistes, mais cela ressemble à un déplacement de l'attention par rapport à l'essentiel. C'est la Russie elle-même qui ne veut pas la paix. Cependant, selon les experts, ce dont a parlé l'économiste pourrait être une tactique planifiée de la délégation ukrainienne. l'interprétation suggérant qu'il pourrait éventuellement y avoir une division ne correspond absolument pas à la réalité des faits, puisqu'il apparaît de manière tout à fait évidente que l'unique élément fondamental à prendre en compte, l'Ukraine reste unie, seule la fin de l'occupation russe permettra la paix. La Russie et les territoires des régions de Donetsk et de Louhansk, ce que, en principe, tout le monde comprend parfaitement, n'aboutiront pas à la paix. La Russie n'a changé aucune autre condition, c'est-à-dire que même un cessez-le-feu ne fera qu'aggraver la situation. Et il est déjà évident que Budanov le comprend. Il pourrait y avoir certains aspects liés à la tactique ou peut-être un autre élément. Il y a une tactique. Mais revenons aux négociations elles-mêmes. Peut-être que la chose la plus importante, ce sont les Européens. Les représentants des pays européens n'ont pas participé aux négociations trilatérales. Mais, comme l'a raconté le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Rostem Omeliev, il y a eu une rencontre séparée avec la délégation ukrainienne et américaine. Il a terminé une rencontre séparée avec des représentants des États-Unis et des partenaires européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. Bien sûr, la Russie s'est opposée à l'implication de l'Europe, mais la délégation européenne est tout de même arrivée à Genève. L'Ukraine, par la voix de Zelensky, a déclaré à plusieurs reprises que l'Europe devait accepter l'Ukraine. On a fait le point sur les négociations du jour. Malgré l'opposition russe, l'Europe est bien arrivée à Genève. Zelensky a insisté, l'Europe doit participer, car cette guerre la menace directement. Mais revenons maintenant plus en détail sur le déroulement complexe de ces négociations cruciales. Une fois que cette étape majeure a été franchie avec succès, il convient d'analyser attentivement ce qui s'est passé juste après, car les conséquences de ces discussions ont eu un impact durable sur la suite des événements que nous allons aborder ensemble.
À la fin du premier tour de la rencontre de Genève, le journaliste de Axios, Barak Ravid, a écrit que les négociations politiques étaient dans l'impasse. Et tout cela à cause de Vladimir Medinsky. Oui, Poutine a de nouveau envoyé ce pseudo-historien aux négociations. Ce qui est intéressant, c'est que pour ces conférences, même les propagandistes du Kremlin se moquent de Medinsky à propos de ses conférences sur Ryurik. Ce même Axios, en citant Volodymyr Zelensky a écrit que l'Ukraine était préoccupée par la participation de Medinsky aux négociations. Et cette inquiétude, sans doute, est feinte. Medinsky aime philosopher sur les racines historiques de la guerre. Nous n'avons pas le temps pour tout cela. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et mettre fin à la guerre. La participation de Medinsky est un indicateur direct que la Russie fait échouer les négociations. C'est ce qu'écrit le Washington Post. Le retour de Vladimir Medinsky, l'assistant, il l'analyse. On n'a pas le temps. Il faut donc décider d'arrêter la guerre. Selon le Washington Post, le retour de Medinsky aux négociations prouve que Moscou durcit ses positions et fait échouer le dialogue. Au Kremlin, pour leur propre part, les responsables continuent d'insister fermement sur le fait que Vladimir Medinsky a toujours été le responsable principal et le chef de leur délégation, et qu'il n'était absolument pas présent lors des précédentes sessions de négociation, qui se sont déroulées récemment. En effet, puisque la question qui était alors discutée entrait directement dans son domaine de compétence. C'est précisément pour cette raison que, à ce moment-là, notre groupe était placé sous la direction de Kostyukov. Mais peu importe les explications du Kremlin, la présence de Medinsky signale clairement les intentions de Pérusse. Mais quelle que soit la façon dont le Kremlin tente de l'expliquer, Medinsky est un signal très clair concernant les intentions pacifiques de la Russie, ou plutôt leur absence. Parce que même le désir de parvenir à un accord en ce qui concerne les négociations du groupe militaire, selon les informations du même Axios Progress, elles existent. Selon le président de l'Ukraine, il s'agissait d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Les militaires comprennent comment surveiller le cessez-le-feu et la fin de la guerre si la volonté politique existe. En principe, ils se sont mis d'accord sur presque tout là-bas. Sous contrôle judiciaire américain, Zelensky confirme des progrès militaires sur le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Presque accord sous l'œil US, bilan J1. Les négociations ont duré environ 6 heures. Tout s'est déroulé à huis clos. Volodymyr Zelensky évoque également une rencontre difficile. Hier, il y a vraiment eu des rencontres difficiles. Et nous pouvons constater que la Russie essaye de faire traîner les négociations qui pourraient déjà être arrivées à leur phase finale. Après 6 heures de débats tendus, Zelensky évoque des échanges difficiles et accuse Moscou de traîner. Selon Axios, il demande aussi à sa délégation d'organiser un entretien direct avec Poutine. Montre à nouveau sa volonté de mener de véritables négociations au plus haut niveau, en direct. C'est la meilleure façon d'obtenir une percée sur la question territoriale dans le cadre des négociations. L'Ukraine démontre une fois de plus sa volonté de véritables négociations au plus haut niveau, en direct, mais la rencontre n'aura pas lieu. Poutine, pour le dire gentiment, n'est pas très courageux. Les Russes évitent cette rencontre par tous les moyens. Nous avons vu à quel point Poutine fuyait honteusement. Question. Les frappes russes se poursuivent avec une intensité constante, touchant de nombreuses cibles à travers le pays et provoquant des dégâts matériels extrêmement importants sur les infrastructures essentielles. L'Ukraine est à l'ordre du jour. Nous répondons symétriquement aux frappes pour défendre notre État face aux Américains. Les négociations ont duré 2 jours. Elles ont été très longues hier, sous différents formats. Et aujourd'hui encore, elles ont duré environ 2 heures. C'est pourquoi la bataille... L'évolution de la situation actuelle continue de se poursuivre de manière ininterrompue sur l'ensemble du territoire de l'Ukraine, marquant ainsi un tournant historique et extrêmement complexe dans ce conflit majeur qui ne cesse de s'intensifier au fil des jours qui passent. Montre des résultats. Les forces armées ukrainiennes sont passées à l'offensive. Environ 300 km² de territoire ont déjà été libérés. Le président Volodymyr Zelensky l'a déclaré dans une interview accordée à des journalistes occidentaux. En
En particulier, le chef de l'État a précisé que l'avancée de nos troupes se déroule dans le sud. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais aujourd'hui, je peux avant tout féliciter notre armée, toutes les forces de défense, car à ce jour, 300 km² ont été libérés, a déclaré le président. La période exacte pendant laquelle les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre ce territoire n'est pas précisée. Cependant, selon Zelensky, ce succès est avant tout lié à la désactivation des terminaux Starlink des Russes. Mais les Russes modernisent désormais leurs drones. Désormais, le drone Molniya est équipé d'un matériel similaire à celui des Shaheds et il est capable d'attaquer en groupe. Zelensky lie ce succès à la coupure de Starlink, mais la Russie riposte avec des drones Molniya type Shahed capables d'attaques groupées, installés sur les Molniya, ce que l'on appelle des mesh modems. Cet équipement, installé sur les Molniya, ce que l'on appelle des mesh modems. Cet équipement permet de créer un réseau dynamique avec une retransmission en chaîne où chaque modem joue le rôle de relais pour les autres. Ainsi, tous les drones lancés forment leur propre réseau et échangent des données entre eux pour maintenir la connexion, ce qui permet de contrôler le drone en temps réel. Désormais, les frappes russes contre les civils ukrainiens seront encore plus dangereuses. Pendant ce temps, le Kremlin Nouvelle mobilisation, 2 millions de réservistes russes partent au front, provoquant une fuite massive aux frontières. Car Poutine lance une nouvelle mobilisation en Russie. Mobilisation funèbre, ce sera fait rapidement. Toutes les conditions d'information nécessaires sont actuellement en train d'être mises en place, dans le but de reprendre une conscription, à la fois limitée et progressive, des réservistes. Ainsi, la Russie tente de combler ses pertes colossales au front. Nous déclinons toute responsabilité pour ces décès. 3 catégories de Russes sont mobilisables. D'abord, les hommes de 18 à 30 ans. Officiellement, ils ne peuvent être envoyés au front. Il y a aussi les réservistes ayant déjà servi. Mais pour les mobiliser également, un décret présidentiel est nécessaire. Eux ne sont pas envoyables au front. Il y a aussi les réservistes, soit déjà servis, il nécessite un décret présidentiel pour une nouvelle mobilisation partielle. Je m'excuse, mais il existe aussi une 3e catégorie de conscrits en Russie. Ce sont les réservistes. Le Kremlin va mobiliser des renforts au front pour combler les brèches dans la défense. Le Kremlin a décidé de se mobiliser au front pour faire taire toute opposition. Face aux brèches défensives, le Kremlin a mobilisé ses réservistes. En 2015, Poutine a créé la réserve de mobilisation, comptant aujourd'hui 2 millions d'anciens soldats. Pour parvenir à cela, il bénéficie en contrepartie du versement d'une compensation financière assez conséquente pour les services qu'ils rendent au quotidien. Si l'on regarde en arrière, il fut un temps où ce montant n'était qu'une somme dérisoire et symbolique par rapport à ce qu'ils perçoivent aujourd'hui. À l'heure actuelle, les autorités leur font la promesse formelle d'augmenter de manière significative cette somme d'argent. En contrepartie de cet effort, les réservistes s'engagent à participer très régulièrement à divers exercices militaires intensifs et à améliorer continuellement leur préparation au combat. Ils ont été appâtés. Maintenant, le président, à l'automne de l'année dernière et en décembre, a signé une série de décrets qui... Les réservistes s'entraînent régulièrement. Fin 2023, le président a signé des décrets permettant de mobiliser cette réserve pour des exercices. Il est important de noter que cette situation spécifique va continuer de s'appliquer et restera pleinement en vigueur de façon ininterrompue durant toute la période à venir, s'étendant ainsi progressivement sur les prochaines années, jusqu'à ce que nous atteignions finalement l'échéance fixée de l'année 2026, conformément aux prévisions établies dans le calendrier officiel actuel. 2 millions de réservistes russes sont désormais des assaillants.
Et comme on le sait, le haut commandement militaire ne veut qu'une chose insatiable, un flux constant et ininterrompu de nouvelles fournées de chair à canon sur le front. Est-il réellement possible d'envoyer les réservistes directement au front dans les zones de combat? La réponse est oui, cela est tout à fait envisageable. Est-il possible d'envoyer les réservistes au front? Oui, c'est possible. Il n'est pas forcément nécessaire de les envoyer au front, on peut les utiliser pour créer en permanence de nouveaux employés d'urgence. Dans le même temps, comme le soulignent les analystes, le fait de se préparer à une conscription limitée est une preuve évidente d'une politique visant à réduire les coûts au maximum. On observe actuellement un manque criant de nouveaux volontaires prêts à s'engager sur le front. Et voilà que Vladimir Poutine se voit contraint de prendre des risques politiques majeurs en choisissant d'adopter une série de décisions extrêmement impopulaires auprès de la population. Cependant, si la société civile n'avait pas manifesté une telle opposition, réagit à l'annonce d'une mobilisation générale, il n'est pas question de mobilisation générale en Russie. Selon les experts, il est peu probable que le Kremlin ose lancer une nouvelle vague de mobilisation, du moins dans un avenir proche. La précédente, lancée en 2014, avait suscité trop de mécontentement. La fin pour Loukachenko est... Monsieur Petroukov, c'est bien vous. Cela marque véritablement le commencement d'un tout nouveau front. La Pologne se dit désormais prête à miner l'intégralité de sa frontière avec la Biélorussie ainsi que la Russie, dans un délai de seulement 48 heures suivant son retrait officiel de la Convention d'Ottawa. Dans le cadre du vaste projet stratégique intitulé « Bouclier de l'Est », le gouvernement polonais a fermement l'intention de protéger durablement ses frontières nationales. Face à la menace, la Biélorussie mobilise tandis que la Pologne renforce sa frontière à l'ouest. Coïncidence. En ce qui concerne les hommes, ils sont là. En Biélorussie, on commençait à recevoir massivement des convocations. Ils sont emmenés le jour même, sans avoir le temps de préparer leurs affaires. Et en plus, on leur confisque leur téléphone. Ainsi, selon les proches, le contact avec les appelés est immédiatement coupé. Biélorussie, mobilisation immédiate, sans téléphone ni contact, c'est très inquiétant. Et en fait, les réseaux sociaux biélorusses se sont enflammés précisément parce que cela ne s'était jamais produit auparavant. Et les gens se demandent les uns aux autres, par exemple, dans quelle région cela se passe et chez vous, est-ce que ça arrive aussi ? Autrement dit, la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cela se passe maintenant dans toute la Biélorussie ? Officiellement, bien sûr. C'est ce que l'on appelle communément un contrôle de préparation au combat, sans mobilisation. Mais en Russie, tout a débuté ainsi. C'est d'abord un blackout. On emmène la personne de force en confisquant son téléphone pour l'isoler totalement. C'est une fermeture maximale. C'est ce point qui doit particulièrement nous inquiéter car nous ne comprenons vraiment pas ce qui va arriver aux gens ensuite. Ce qui est intéressant, c'est la convocation des réservistes précisément dans les régions occidentales du pays, c'est-à-dire près de la Pologne. Il y a aussi là un secteur stratégiquement vulnérable de l'Europe, le corridor de Suwałki. Beaucoup trop de coïncidences. Tout se concentre en un seul point stratégique. Il s'agit d'une bande de terre assez étroite, située entre l'oblast de Kaliningrad et le territoire de la Russie, que l'on appelle souvent le corridor de Suwałki. En partie, c'est précisément pour cette raison que la situation est tendue. Parallèlement, les autorités de la Pologne ont officiellement annoncé l'instauration d'un délai de 48 heures. C'est à partir de ce moment précis que les nouvelles mesures entreront en vigueur sur l'ensemble de la zone frontalière concernée. Désormais, il ne lui reste plus qu'à miner, de manière totalement complète, l'ensemble de la frontière avec la Biélorussie ainsi qu'avec la Russie.
Aujourd'hui, le 20 février, le pays est sorti de la Convention d'Ottawa et a désormais le plein droit de miner ses frontières. Mais les rassemblements biélorusses peuvent-ils être liés aux actions de la Pologne elle-même? Bien que pour l'instant nous ne voyions que des attaques hybrides, cela ne veut pas dire qu'une véritable attaque ne peut pas avoir lieu demain. Frontières à miner. Lien polonais, malgré l'hybride, une attaque ouverte est possible. Réel danger. Récemment, Loukachenko a également ordonné une vérification à grande échelle de l'état de préparation au combat des forces armées. Toutes les unités militaires ont mis en pratique l'intégralité du programme d'instruction de manière très complète. Nous ne faisons pas tout cela simplement pour obtenir une bonne note, mais avant tout pour être parfaitement prêts à intervenir en cas de besoin. Nous devons impérativement protéger l'intégrité de notre pays et nous engager pleinement pour la défense de notre chère patrie. Alors, peut-être que ce n'est qu'une partie de la vérification de Loukachenko. Cependant, il faut noter que, toutefois, voilà que Moscou réapparaît. Comment pourrait-il en être autrement? L'influence presque totale du Kremlin rend réservistes mobilisés, simple test ou emprise totale de Moscou. Terrain d'appui pour des provocations contre l'OTAN. Il convient de rappeler tout simplement ici les déclarations concernant l'Oreshnik sur le territoire biélorusse ou encore l'information selon laquelle la Russie utilise le territoire biélorusse pour lancer des offensives militaires contre l'Ukraine et maintenir une pression constante. Les opérateurs des drones Shahed russes agissent contre l'Ukraine, y compris depuis le territoire de la Biélorussie. La coordination des frappes est assurée depuis le territoire biélorusse. La Russie utilise la Biélorussie comme un terrain d'essai pour faire chanter l'Europe et le monde. Minsk nie vouloir la guerre. Pourtant, la Russie utilise le territoire biélorusse pour lancer ses drones contre l'Ukraine et faire chanter l'Europe. Poutine se sert de ce terrain d'essai sans se soucier de l'avis de Loukachenko. Quant à l'implication dans la guerre, j'en doute, car à mon avis, c'est tout de même Loukachenko lui-même qui prend ses décisions, et pour l'instant, il veut garder sa liberté de manœuvre, notamment pour ses éventuelles interactions avec Trump. Loukachenko va bien sûr faire un peu de gonflement de torse, jouer les victimes, mais on ne peut pas dire qu'il soit entièrement sous le contrôle de Poutine. Ce n'est pas le cas. Mais cela n'empêche pas, en effet, de faire de la propagande. La Lituanie suit de près l'évolution de la situation dans la République et déclare qu'il n'y a pas encore de raison de paniquer. Mais la Russie a clairement ses propres plans concernant la Biélorussie. Le fait de tester en permanence les frontières de l'OTAN et de vérifier la réaction des voisins est une stratégie systématique et une mise à l'épreuve de la patience de l'Alliance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Soutien aux défenseurs ukrainiens. Vilnius surveille les menaces russes en Biélorussie. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt!